Eh bien, bienvenue à tous sur ce live classroom. Du coup, nous sommes en direct avec Lucas Lachaud, donc représentant de la société de fabrication d'imprimantes Formlabs. Nous sommes en direct pour un live spécial confinement, comme nous l'avons vécu depuis le début de la semaine. Tout le monde est en grande partie à la maison et on est là pour une bonne heure ensemble, de manière à pouvoir mieux comprendre la technologie d'impression 3D résine et c'est là, et de pouvoir échanger en direct avec le fabricant à travers Lucas. Nous allons répartir ce temps ensemble par on va dire une vingtaine de minutes pour que Lucas puisse nous présenter la technologie et qu'on puisse laisser un temps de questions et d'échanges par la suite. Ce live est diffusé donc pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme F3D e-learning et également ouvert à tous dans le cadre du confinement. Ce live sera du coup également en replay sur YouTube et vous pourrez le partager bien entendu autour de vous. Lucas, je vais te laisser un temps de parole et je modérerai les questions donc à la fin de ton propos. Je vous propose de garder les micros et les webcams fermés le temps de la présentation de Lucas et de réactiver tout ça au moment des échanges. Parfait, merci Florian. Alors en effet, j'imagine que tout le monde est à la maison. Pour moi, c'est une des seules interactions sociales que j'ai cette semaine, donc je vous cache pas que je vais en profiter. Donc si vous avez des questions, surtout Excellent. n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas. Donc alors je vais commencer par partager mon écran. Alors attendez, laissez-moi une petite seconde. Euh, alors je reviens tout de suite sur l'application. En attendant, je vous propose d'utiliser la zone de chat. Vous pouvez nous faire un retour sur vos équipements. Ok. Toujours intéressant de savoir si vous êtes équipé de la technologie. Donc, allez-y, commentez, indiquez votre, votre usage de l'impression 3D et savoir si vous êtes équipé de technologie résine, SLA ou autre. Comme ça, on pourra davantage vous connaître. Ok, parfait. Donc moi, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si tout le monde le voit à présent. Ce que je vais faire, c'est Oui, ça. parfait, Ouais, c'est impeccable. parfait. Ok. Ok, ben on va commencer. Du coup, je me présente. Je suis Lucas. Je travaille pour Formlabs en France. Mon rôle, c'est voilà, de faire en sorte que la marque rayonne sur le marché français. Je suis là aussi pour apporter tout le contenu nécessaire au marché, aux utilisateurs, et aussi voilà, gérer le réseau de revendeurs français et faire en sorte que tous les acteurs liés avec Formlabs puissent vous apporter les réponses concrètes à vos applications et à vos besoins. Du coup, aujourd'hui, le thème de la présentation, ça va être vraiment la présentation de la technologie stéréolithographique en collaboration bien évidemment avec notre partenaire F3DF. La manière dont va s'articuler cette présentation, donc je vais vous faire une présentation sur ce qu'est la SLA, la technologie. On va parler un peu de chimie dans cette partie. Ensuite, je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de la présentation, de la technologie, pardon. Et enfin, je vais parcourir 3 cas d'application d'utilisateurs des solutions Formlabs avec des applications différentes. Et ça va être intéressant ensemble de voir quelles sont ces applications et potentiellement voilà, poser des questions par rapport à ces dernières et par rapport aux utilisations des solutions Formlabs. Alors, que veut dire du coup stéréolithographie? Je ne sais pas si tout le monde le sait. Donc stéréolithographie, enfin SLA, ça veut dire stéréolithographie apparatus. C'est un brevet, en tout cas le premier brevet qui a été déposé sur la technologie, c'était en 1984. Donc ce qui fait que la SLA est la première technologie de fabrication additive qui a été brevetée. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, en effet, on pense que le FDM, c'est la technologie qui existe depuis le plus longtemps, mais c'est pas faux, enfin c'est pas vrai. Le FDM, c'est la technologie qui est la plus démocratisée, mais c'est pas la technologie la plus ancienne. Et le principe, bien évidemment, donc de la technologie stéréolithographique, c'est de solidifier une résine qui est photosensible avec un laser UV et qui va dessiner la forme de l'objet.
Et comme vous le voyez sur la présentation, là, on a une des premières machines en stéréolithographie qui existait. Et comme vous le voyez à droite, le petit schéma, donc c'est vraiment en fait le laser qui était au-dessus du bain de résine, contrairement aux technologies qu'on connaît maintenant. Et en fait, le plateau venait descendre. Donc ici, je ne sais pas si les gens voient ma souris, mais en tout cas, vous avez un plateau qui descend. En fait, ça descendait couche par couche. Et en fait, le laser venait taper la surface de la résine. Et en fait, une fois que l'impression était finie, le plateau remontait. Donc il y avait une espèce de cascade de résine. Et ensuite, vous aviez votre objet. Donc ça, c'était pour les premières machines de stéréolithographie qui étaient apparues. Et si on se penche un peu plus sur le principe en lui-même, il va falloir qu'on parle d'un peu de chimie. Donc en fait, là j'ai pris l'exemple des résines Formlabs, qui sont en fait des résines des résines photosensibles, qui ont en fait les mêmes bases. C'est-à-dire que dans ces formulations de résine, ce qu'on va retrouver, c'est des monomères, qui sont des substances organiques. On va retrouver des photoinitiateurs, donc qui sont des constituants de l'encre UV qui vont déclencher la réaction de polymérisation. Ça, je vous l'expliquerai juste après. Ensuite, dans ces résines-là, ce qu'on va ajouter, c'est des additifs, donc qui peuvent être soit visuels, soit fonctionnels, c'est-à-dire que vous allez retrouver soit une certaine couleur, un certain pigment, soit vous allez retrouver en fait des additifs qui vont vous permettre de retrouver des propriétés mécaniques spécifiques. Et là, on va parler de résistance à la chaleur, on va parler de résistance mécanique à la traction, à la flexion, etc. Et enfin, dans ces formulations-là de résine, dans la stéréolithographie, on a des bloqueurs qui sont en fait des substances qui vont freiner la pénétration des UV dans la formule. Et ça, c'est super important parce que ça va nous permettre de contrôler en fait le principe de polymérisation. Et donc, du coup, faire en sorte que le matériau polymérise de manière optimale et qu'on puisse retrouver toutes les propriétés mécaniques du matériau par la suite. Alors, si on regarde un peu plus le monde des polymères, donc mère c'est partie, unité, et donc poly c'est plusieurs. En fait, les polymères, ça va être des monomères, donc des substances organiques qui vont venir se lier entre elles par une réaction chimique. Là, en l'occurrence, la réaction chimique, elle va se faire par les photoinitiateurs qui sont sensibles aux UV. Et donc, du coup, ces monomères, quand ils vont être exposés aux UV, les photoinitiateurs vont se coller à eux. Et en fait, ils vont réaliser des chaînes entre elles et vont se former entre elles pour réaliser des chaînes. Et c'est là où on va parler ensuite de polymères. Et donc, du coup, on pense déjà au fait qu'en effet, voilà, d'une résine liquide, on va atteindre un état solide par cette réaction chimique de monomères qui vont se lier entre eux. Et donc du coup, comme je vous le disais, donc l'énergie de la lumière va lier les monomères, donc formant des chaînes plus longues. Et en fait, on retrouve à gauche un schéma de monomères polymères qui sont pas liés entre eux. Et en fait, le fait d'être exposé aux UV va lier ces chaînes entre elles et créer des plus grandes chaînes et donc du coup solidifier la résine liquide. Et donc du coup, voilà, pour résumer, enfin en tout cas le principe de polymérisation, c'est celui-là. C'est de passer d'un liquide à un état solide, et ce solide va avoir différentes propriétés mécaniques. Donc pour être clair, quand on parle de polymérisation, on parle toujours en tout cas dans la SLA et dans les solutions d'impression 3D SLA, on va parler d'exposition UV. On ne va pas parler de chaleur. Là, la chaleur ne va pas rentrer en compte dans le principe de polymérisation. Certaines machines vont chauffer en fait la résine pour rendre le matériau un peu plus apte à la polymérisation. Mais en aucun cas, la chaleur ne va jouer dans le principe de polymérisation dans les machines d'impression 3D stéréolithographiques. On a d'autres principes de polymérisation qui se font par la chaleur, mais là, en tout cas, quand on parle d'impression 3D SLA, la chaleur ne joue pas dans le principe de polymérisation. On a d'autres principes de polymérisation par vulcanisation, comme pour les pneus, etc. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour les principes d'impression 3D. Et donc, du coup, ça nous amène à nous en fait, à présenter deux types de plastiques qui sont les thermoplastiques et les thermodurcissables. Donc, pour faire un rappel, les thermoplastiques, c'est des plastiques qui peuvent être fondus par la chaleur et solidifiés indéfiniment. Et là, c'est ce qu'on retrouve notamment en FDM ou alors dans l'industrie, dans l'injection plastique où on a des copeaux qui sont fondus ou qui peuvent être réutilisés.
Donc ça, c'est les thermoplastiques. Et les thermodurcissables, c'est des plastiques qui se solidifient suite à une réaction chimique. Et une fois solidifiés, leur état est irréversible. Et là, en l'occurrence, pour ce qui est des résines photosensibles en stéréolithographie, ce sont des thermodurcissables. Donc une fois que ces pièces sont polymérisées, vous ne pouvez pas les repasser en état liquide et les réutiliser. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et donc du coup, là, je vous donne un exemple de chemin optique en stéréolithographie inversée, qu'on retrouve notamment dans la plupart des technologies d'impression 3D, SLA, de bureau ou non. Et en fait, vous allez avoir un laser qui va, par un jeu de miroir, polymériser la résine. En fait, vous avez la plateforme de fabrication qui va venir descendre dans le bain de résine. Et comme je vous l'ai montré en début de présentation, ce n'était pas le cas. Avant, on était sur de la stéréolithographie normale, et là, on appelle ça de la stéréolithographie inversée. Alors voilà, ça c'était un aperçu de la technologie et comment fonctionne la technologie. Et donc du coup, moi, ce que je vais vous montrer à présent, c'est les avantages et les inconvénients de la technologie par rapport à d'autres. Donc les avantages, vu qu'on est sur un laser qui est souvent d'un diamètre qui est vraiment très fin, sur la forme 3 par exemple, on a 80 microns de diamètre, on va avoir vraiment une netteté et une précision qui sont comparables quand on est vraiment au plus précis de la machine, au plus précis en termes d'épaisseur de couche, donc 25 microns. On peut se rapprocher de la qualité de pièces qui sont proches de pièces injectées. Vous avez un laser qui va venir dessiner la couche, couche par couche. Et donc, du coup, ce laser-là, généralement, voilà, il a un diamètre qui est vraiment très fin. Donc, du coup, vous allez retrouver une qualité en état de surface et en finition qui est incomparable sur le marché par rapport à d'autres technologies. On le compare à du FDM. En effet, en termes de qualité d'impression, vous voyez bien qu'on a moins en SLA, on a moins ce principe de stratification, même si on le retrouve dépendant de l'inclinaison de la pièce à l'impression ou encore de la géométrie de la pièce. Mais en tout cas, cette stratification est vraiment moins notoire en fait sur le principe de stéréolithographie. Ensuite, ce qu'on va retrouver, ça va vraiment être des détails qui sont très fins. Quand on va parler de motifs qui sont négatifs ou positifs, et là on le voit en l'occurrence sur une pièce qui a été imprimée en SLA, vous allez retrouver un aspect de surface qui est net et vous allez pouvoir en fait texturer, on va dire, vos surfaces. Et ça, c'est quelque chose qui est atteignable avec la stéréolithographie et pas forcément atteignable avec d'autres technologies. Là, en fait, on a fait une comparaison de deux impressions qui ont été imprimées avec Forme 2 et Forme 3. Et ce qui est intéressant avec cette technologie-là, c'est que vous allez pouvoir réaliser aussi des pièces qui sont translucides. Alors, je ne dis pas que la technologie SLA est supérieure à d'autres. Je dis juste que pour certaines applications, la SLA est plus pertinente. Et en l'occurrence, quand vous voulez faire des géométries complexes ou des détails fins, en effet, ça fait sens. Si là, en l'occurrence, vous voulez faire des pièces qui sont translucides, ben, vous allez pouvoir retrouver ça avec certains matériaux qui sont disponibles. Et la translucidité, c'est quelque chose que vous allez pouvoir atteindre avec la stéréolithographie. Là, en l'occurrence, donc je vous le disais, on a fait une comparaison d'impression entre forme 2 et forme 3. Donc la forme 2, vous allez retrouver à gauche une pièce translucide. Forme 3, en fait, utilise un procédé qui est le LFS, donc qui a des moindres forces qui sont exercées sur la pièce au détachement. Et donc, du coup, vous allez pouvoir retrouver encore plus de translucidité sur vos impressions. Après, si vous voulez vous rapprocher de pièces qui sont translucides, proches du plexiglas ou des choses comme ça, on a aussi, nous, des guides qui vous permettent de retrouver ça. Ensuite, ce qui est intéressant sur la SLA, c'est en fait, le choix de matériaux qui sont disponibles. Vous allez avoir des matériaux qui sont pour faire du volume, pour valider une pièce, pour faire plusieurs itérations en une fois. Ça va être vraiment pour du prototypage pur et dur. Et par contre, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'en SLA, on a quand même une gamme de matériaux qui sont à haute performance. Alors, on a haute performance, c'est-à-dire qu'on va retrouver des pièces qui sont à haute, résistance à haute température. Vous allez avoir des pièces qui sont proches en termes de propriétés mécaniques, hein, des matériaux qui sont proches de l'ABS, qui sont proches du polypropylène. Donc,
Ce qui est intéressant, c'est que là, pour les solutions qui sont actuellement sur le marché, vous allez pouvoir retrouver un large choix de matériaux avec une seule et même machine. Donc ça, c'est intéressant pour vous et pour ceux qui souhaitent en fait avoir plusieurs applications avec la même machine. On retrouve aussi voilà, des applications pour faire de la fonte à cire perdue, des résines qui sont calcinables, des résines qui sont proches du polypropylène. Donc vraiment, dépendant de votre application, dépendant de ce que vous voulez faire, si du prototypage, de l'outillage, des pièces mécaniques, du posage, vous allez pouvoir avoir la réponse à votre question là-dessus. Donc là, en fait, je vous montre ce qui est possible de faire avec la SLA. On retrouve aussi du dentaire, c'est-à-dire qu'on a des matériaux qui sont biocompatibles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir imprimer directement des matériaux biocompatibles, classe 1, classe 2A. Donc, ce n'est pas des choses que vous allez pouvoir implanter dans le corps, mais c'est des choses qui vont être en contact avec les muqueuses ou en contact avec la peau et qui sont certifiées par le monde médical. Et enfin, je vous le disais, on a aussi d'autres matériaux pour des applications qui sont, elles, plus liées à l'ingénierie ou à la joaillerie. Ce qui est intéressant avec la stéréolithographie, c'est que la SLA elle produit des pièces étanches. Donc, dépendant de votre application, bah, vous allez oui ou non, comment dire, appréhender ou en tout cas accepter ce paramètre. Et c'est-à-dire que, bah, comparé à d'autres technologies, et je pense notamment au FDM où on a ce principe de posage couche par couche des pièces, là en stéréolithographie, on est vraiment sur un procédé chimique. Et comme je vous l'expliquais en début de présentation, le principe de polymérisation, il se fait pas couche par couche, il se fait dans tous les sens. C'est-à-dire que les pièces, elles vont se polymériser de haut en bas, de droite à gauche, enfin vraiment dans tous les angles. Et donc du coup, c'est pour ça que les pièces, elles vont être vraiment beaucoup plus solides, enfin beaucoup plus dures que des pièces en SDM, enfin, dépendant aussi des matériaux, bien évidemment. Mais vous allez retrouver du coup une étanchéité qui est complète sur les pièces qui sont produites en SL. Oups, je vais en arrière. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces, elles sont hautement isotropes. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que veut dire le principe d'isotropie, mais une pièce qui est isotrope, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes propriétés mécaniques, peu importe l'angle de fabrication. Et donc, du coup, on a ça en tête, bah, on voit que le principe de FDM, en fait, c'est des pièces qui sont réalisées couche par couche, mais les couches, elles sont toujours sur l'axe, enfin, en tout cas, toujours déposées sur l'axe Z. Donc, du coup, les pièces n'auront pas les mêmes propriétés mécaniques si on exerce une contrainte en haut de la pièce ou si on exerce une contrainte sur le côté de la pièce. Et ça peut jouer pour certaines applications. Et en l'occurrence, la stéréolithographie, vu que le principe de polymérisation se fait dans tous les sens de la pièce, vous allez retrouver des pièces qui sont isotropes. Et ça peut être intéressant en effet pour vous, pour certains cas. Alors, je regarde juste ici. OK. Ensuite, les inconvénients de la technologie. Alors, je ne sais pas si tout le monde est déjà au courant de la technologie, mais en tout cas, il est bien de rappeler que le gros défaut majeur de la technologie, ça va être le temps d'impression. C'est-à-dire que vu qu'on est sur un laser qui va venir dessiner la pièce, forcément, il faut que le temps que le laser passe à dessiner la pièce, et on est sur des temps d'impression plus longs quand on les compare à du DLP, où là, le DLP, ça flash complètement la couche en une fois, et donc du coup, ça va beaucoup plus vite. Donc là, on a comparé des temps d'une pièce exactement identique pour différentes technologies. En effet, le DLP, c'est beaucoup plus rapide. Alors là, à rappeler, ce qui est intéressant en fait, en FDM, quand on compare le temps d'impression FDM et SLA, le SLA, si vous mettez la même pièce sur un plateau de fabrication, on va dire que vous avez 5 fois la même pièce, le temps d'impression ne sera pas proportionnel. Alors qu'en FDM, c'est le cas. Vous avez 5 pièces, bah, du coup, le temps d'impression, 5 fois la buse va passer pour faire la pièce. En SLA, vu que vous avez 5 pièces, mais que le laser, il passe une fois sur le plateau de fabrication, il va la réaliser une fois, et donc du coup, ça va être, en tout cas, ça ne sera pas proportionnel. Donc, ça veut pas être, enfin, si vous faites une pièce en 1 heure, en SLA, ça ne veut pas dire que 5 pièces, ça prendra 5 heures. Voilà. Ensuite, l'inconvénient, c'est que en fait, les matériaux sont formulés pour simuler la fonction de certains thermoplastiques. Ça veut dire que c'est pas des vrais thermoplastiques. Et c'est pour ça qu'on parle jamais
d'ABS ou de polypropylène en stéréolithographie, quand on parle de matériaux bruts, mais on parle toujours de résines qui ont les mêmes propriétés mécaniques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des thermoplastiques purs et durs. Ce sont toujours des formulations qui permettent de créer des pièces solides. Donc, enfin, ce sont des thermodurcissables, mais par contre, ce ne sont pas des thermoplastiques. Donc, on ne peut jamais parler de résine polypropylène ou de résine ABS. Voilà. En fait, ce qui est intéressant par la suite, voilà, c'est que quand on compare des technologies différentes, on va comparer le temps de travail sur chaque technologie. Et là, ce que je vous ai fait, en fait, c'est que je vous ai comparé le temps d'impression, de lavage et le temps de détachement des supports. Et donc, vous avez un comparatif ici du SLA, DLP, FDM et SLS. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe en fait le temps d'impression, ce qu'il faut prendre en considération, c'est tout. C'est en fait ce que vous allez prendre comme temps pour configurer la machine, l'impression, et le temps que vous allez avoir pour traiter l'ensemble des pièces. Donc on va avoir en SLA ce qu'on appelle le lavage, c'est-à-dire qu'une fois que votre pièce est sortie de votre imprimante, elle est dans un état vert, c'est-à-dire que vous n'avez pas les propriétés mécaniques qui sont au plus haut, et vous allez avoir une fine couche résiduelle de résine qui va être sur votre pièce. Donc on va vous demander de laver vos pièces pour enlever cette couche résiduelle de résine et pour faire en sorte de pouvoir polymériser ensuite les pièces de manière optimale. Donc ça, c'est la première étape, c'est le lavage. Ensuite, on a le traitement UV, en effet, parce que, comme je vous le disais, les pièces n'ont pas toutes les propriétés mécaniques et il faut passer par un four UV pour post-polymériser les pièces, avoir un aspect de surface qui est sec et retrouver toutes les propriétés mécaniques des matériaux que les constructeurs vous énoncent dans leur fiche technique. Et ça, c'est une étape importante si jamais on parle de matériaux techniques où vous voulez retrouver une tenue, en tout cas une résistance à la chaleur, ou si vous voulez retrouver une résistance au choc, comme peuvent le permettre certains matériaux en SLA. Et donc ça, c'est ce que je vous dis. Ça, c'est un exemple que Formlabs propose. En fait, on vous montre que un matériau doit avoir un certain temps de post-traitement à une certaine température pour pouvoir retrouver toutes les propriétés mécaniques du matériau. Et Formlabs, nous, on propose ça à chaque matériau. En fait, on vous dit quelles sont les mesures à prendre, en tout cas les temps de polymérisation à avoir pour retrouver les propriétés mécaniques des matériaux. Et enfin, en fait, quand on compare aussi les temps de travail, ce qu'on va comparer, c'est le temps de détachement des supports, dépendant des technologies. Là, je vous ai montré, là, je vous montre par exemple en SLS qu'on va prendre en considération. Enfin, le SLS, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais on utilise de la poudre de nylon. Une fois que vous retirez la pièce, en fait, elle est dans une chambre qui est pleine de poudre. Et en fait, vous devez dépoussiérer votre pièce pour retrouver en fait votre travail. Et donc, du coup, ça peut prendre pas mal de temps. En FDM, on a aussi des supports soit qui sont solubles, soit que vous devez détacher. Et dépendant de la technologie, il se peut que parfois ça casse pas, ça peut être long. Il y a des bouts de la pièce qui pètent avec les supports, donc c'est un peu compliqué. En SLA, c'est pareil. Pour certaines, pour certaines, pour certaines comment dire, pièces, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir créer des supports. C'est-à-dire que vous allez incliner votre pièce parce que vous voulez avoir comment dire, un angle qui est parfait pour, comment dire, euh, pour en fait diviser la force qui est exercée, ou en tout cas répandre la force qui est exercée sur la pièce. Et c'est généralement pour ça que vous avez souvent des pièces qui sont inclinées en SLA. Et en fait, vous allez créer beaucoup de supports. Et donc, du coup, ces supports-là, pour les enlever, ça va vous prendre du temps. Vous allez pouvoir gérer la création de supports grâce au logiciel de préimpression. Donc, ça, c'est aussi des choses que Formlabs vous propose. Mais en tout cas, voilà, en SLA, en tout cas, vous allez toujours avoir, dans, je dirais, 95% des cas, vous allez avoir une création de support qui va être pas obligatoire, mais en tout cas meilleure pour respecter en tout cas la géométrie de votre pièce. Donc du coup, voilà, vraiment ça, c'est vraiment important et je vous conseille de prendre ça en considération si vous considérez des différentes technologies, c'est de prendre en considération en effet le temps de post-traitement et le temps de nettoyage des pièces parce que c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Beaucoup de constructeurs vous vantent les mérites d'une technologie qui est très rapide, mais il faut aussi prendre en considération l'ensemble de l'écosystème pour être au plus à même
d'avoir le moins de travail en fait à faire pour avoir votre pièce finale. Voilà, donc ça c'est une vue de la technologie, de ses avantages et de ses inconvénients. Je pourrais répondre à vos questions juste après, hein, sans problème, si vous en avez, et je vous invite à les poser. Comme ça nous fera échanger en ces temps difficiles de confinement, ou pas, hein, pas difficile. Mais voilà, en tout cas, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des cas d'application. Je vais vous montrer 3 cas d'application avec Formula. Je vais essayer d'aller vite pour avoir le temps de répondre à toutes vos questions. Donc le premier, c'est Gamebuno. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une entreprise française qui développe en fait une console portable sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver des jeux qui sont un peu old school. Et Gamebuno, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait tout leur prototypage avec avec la résine clear de Formlabs avant d'envoyer en fait avant d'envoyer les pièces en injection plastique. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la forme 2 pour faire des principes d'itération. Et en fait, ils avaient besoin d'un matériau qui était translucide parce que leur produit final était comme vous le voyez à droite. Et donc, du coup, ça leur a permis en fait d'avoir une mise sur le marché et un développement de produits beaucoup plus rapide que s'ils avaient dû passer par un service bureau. Donc, ils ont eu un délai réduit, ils ont eu des temps, enfin, un délai de mise sur le marché réduit. Forcément, ils ont baissé leurs coûts parce qu'ils n'avaient pas à passer par des prestataires. Et en plus de ça, ils avaient en fait la compétence, eux, en interne avec de l'impression 3D, donc ils ont pu facilement appréhender la technologie. Et en fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vraiment c'est la SLA qui était la réponse à leurs besoins, parce que justement, ils avaient cette translucidité qui était possible d'atteindre. Ensuite, ce qui est intéressant ici dans ce cas d'application, donc c'est Holymaker. Holymaker, on est en train vraiment de travailler avec eux, car en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé une presse à injection manuelle dans lesquelles en fait ils peuvent injecter du polypropylène, du polyéthylène, plein de matériaux en fait qui répondent à beaucoup d'applications. Ce qui est intéressant en fait, c'est que eux, ce qu'ils proposent, c'est que l'injection plastique, enfin, en tout cas, démocratiser l'injection plastique et faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir une presse à injecter je sais pas moi, de 1000 tonnes pour pouvoir en effet injecter du plastique. Donc en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que on leur a imprimé des moules en résine haute température. Donc la résine haute température qui peut atteindre en fait une résistance à 239 degrés en température de fléchissement sous charge. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont imprimé le moule que vous voyez ici en bas à gauche de la présentation avec une résine de chez nous, de chez Formlabs. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont imprimé un outillage qui servait à en fait monter la presse elle-même, ou en tout cas faire de la maintenance dessus. Et du coup, vous retrouvez l'outillage ici à droite qui a été injecté. Et comme vous le voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai plus les détails techniques, mais je pourrais vous les donner pour ceux que ça intéresse. Les détails techniques de la température à laquelle le matériau, donc là en l'occurrence c'est du polypropylène, la température à laquelle il a été injecté, mais je pourrais vous le retrouver. Et en fait, ils ont injecté l'outil, ils ont pu faire une série pour l'instant de 30 pièces. Et pour l'instant, le moule n'a pas été endommagé. Il faudra que je reprenne des nouvelles à ce niveau-là. Mais en tout cas, là, c'est un cas d'application en injection plastique. Alors, nous, on ne dit pas que les moules en polymère vont substituer les moules qui sont réalisés en, en usinage, mais par contre, ça permet de faire des tests d'injection, de regarder comment se comporte l'injection dans le moule, et ensuite pouvoir envoyer l'ordre à vos sous-traitants. Euh, En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, l'impression 3D SLA, elle permet en fait de créer des moules qui sont très précis, comme vous le voyez hein, au résultat à droite. Ça permet de tenir en température. Et en plus de ça, en fait, ce qui est intéressant sur les moules en polymère par rapport aux moules qui sont usinés, c'est que le moule en polymère, vous allez pouvoir en fait comment dire, le modifier ou modifier, on va dire, la texturation, ou en tout cas arriver à de la texturation. Et ça, en termes de coût de développement, ou en termes de coût de réalisation pour un moule en polymère, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à de la texturation sur un moule usiné où là, bah, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc du coup, toutes ces idées-là, elles sont intéressantes et en tout cas, la stéréolithographie permet d'atteindre, ou en tout cas de réaliser ce genre de travaux. Donc ça, c'est intéressant.
Et enfin, ça, c'est plus, on va dire, industriel. Donc, c'est l'entreprise Pankel Racing System. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une entreprise internationale qui est basée notamment, enfin, en tout cas, eux sont basés en Autriche. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est des composants pour moteurs de automobiles ou motos de haute performance. Et donc eux, la problématique qu'ils ont, c'est que ils doivent réaliser en fait des séries pour des constructeurs qui leur demandent de réaliser des séries, mais pour le coup, en fait, ils doivent réaliser des pièces, des séries de 10, 20 000 pièces, euh, et du coup, changer leur ligne de fabrication après chaque demande. En fait, le problème, c'est qu'à chaque pièce qui est réalisée, ils doivent faire des porte-pièces, comme vous le voyez à gauche de l'écran, qui sont propres à la pièce demandée par leur client. Et donc, du coup, le problème, c'est que finalement, ils devaient réaliser ces porte-pièces. Au début, ils les réalisaient en sous-traitance. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait des délais très longs de développement parce que voilà, ils devaient les envoyer et ensuite les récupérer. Parfois, bah, le design n'allait pas et donc du coup, bah, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis l'impression 3D en interne et ils ont choisi la résine haute résistance, donc la TUF de Formlabs, qui répondait parfaitement en fait aux contraintes qui étaient liées à leur ligne de production. Et donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réalisé ces pièces-là en interne. Et en fait, bah, comme vous le voyez, ils ont enfin, ces réalisations de pièces enfin, plastiques, en tout cas polymères, hein. C'est-à-dire que eux, avant, ces pièces-là, ils les réalisaient en usinage. Ben, ça leur a réduit des coûts, mais de manière phénoménale et des délais. Enfin voilà, il y a pas photo quoi. Et ces pièces-là, en fait, voilà, elles passent dans les circuits de fabrication et ça leur a permis en fait de réduire leurs coûts de manière assez importante. Donc voilà, ça c'est pour des cas d'application. C'est les trois que je vous ai sélectionnés aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, donc si vous voulez, on pourra ensuite discuter. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. J'espère que ça a été en tout cas ça vous a éclairé sur la technologie, sur ses avantages, ses inconvénients. Et maintenant, je vais laisser Florian modérer la partie questions-réponses. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Lucas pour ton propos très clair et puis bah, d'avoir pris un peu plus de temps pour aussi nous présenter des cas d'application. Je pense que c'était effectivement pertinent.